2012. Alors, est-ce que vous l'avez écrit justement pour exorciser, si je puis dire, le malin génie qui hante les lieux de Sarajevo? Le malin génie. Moi, il me semble que, disons comme ça, oui. dans un certain endroit, il y a peu d'histoire. Oui. Dans certains endroits, il y a un peu plus. Et dans cet endroit, il y a trop d'histoire. Une petite parenthèse, c'est l'histoire d'Ernesto Sabato. Vous voyez Ernesto Sabato, grand écrivain argentin. Il était invité en Suisse par plein journaliste. Il y a un journaliste suisse qui dit « Monsieur Sabato, s'il vous plaît ». Oui. Journaliste suisse qui dit donc comment ça se fait, Monsieur Sabato, que vous, là-bas, en Amérique latine, vous avez tant de romans, mythologiques et tout ça. Nous, en Suisse, un peu moins. Sabato qui dit, bah, écoutez, jeune homme, au moment où Guillaume Tell a raté son fils, vous avez perdu la dernière chance d'avoir une tragédie nationale. Donc je reviens. Donc mon livre c'est un hommage. Oui. Un hommage à mon pays. D'abord je suis bosnien. Et cette ville qui était depuis toujours, depuis des siècles, comme une plaque tectonique en Europe. Pas loin de ma maison, je dis toujours pas loin de ma maison, hélas détruite pendant la dernière, j'espère dernière guerre, pas loin de ma maison, il passait vraiment la frontière, 30 km, où le grand empire ottoman frôlait, touchait l'empire austro-hongrois, où une culture, une cuisine, une langue, tout ce que vous voulez, musulmans, frôlait, touché une culture européenne, catholique, comme vous voulez, comme ça. Donc voilà, dans mon livre, c'est Omnibus, le personnage principal, c'est ni François Ferdinand, ni Sophie, ni Gavrilo Princip, comme ça, c'est la ville. Notre belle ville de Sarajevo. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, sinon, je vous conseille, c'est quelque chose de spécial, il faut aimer un peu bordel, mais si vous êtes de banlieue de Paris, vous connaissez. Pardon. Donc Sarajevo. Effectivement, on voit que vous plantez bien le décor, on va y revenir. Mais je vais me tâcher d'abord à ce parti pris que vous avez, cet angle que vous avez, on dirait qu'un angle phénoménologique assez proche de celui de propose aussi Kundera dans son attaque, comme si vous avez voulu effectivement dédramatiser la tragédie qui allait se jouer. Alors, est-ce que je me trompe de cette volonté aussi, on parlait du rêve là, tout à l'heure, hein, c'est un extrait de votre roman qu'on a entendu, et c'est comme si vous vouliez mettre à plat justement par une approche plus que onirique, le drame qui allait se jouer. C'est un parti pris que vous avez pris. Bien sûr, il y a toujours le parti pris. Je pense que Borges, il a dit quoi, l'écrivain toujours choisit une option. Voilà. Je pense que c'est Hegel, grand philosophe allemand, qui a dit, à peu près, si je me rappelle bien, que la tragédie qui se répète va devenir une farce. Donc moi je détourne ce grand, modestement, ce grand penseur de l'humanité. Je dis, les farces qui se répètent peuvent devenir la tragédie. Je pense que la distance d'un siècle nous permet si vous me permettez, qu'on rigole un peu avec la tragédie. Derrière, je pense toujours que la littérature doit être toujours à l'auteur de l'homme. À peu près. Plus bas, c'est le cynisme, c'est pas intéressant, et plus haut, c'est de la religion, c'est pas intéressant non plus. Vous êtes à l'auteur de l'homme. Je descends, vous voyez, le cinéaste montre le peuple à Sarajevo. Moi, je descends dans la foule, je me mêle. Ah oui.
Tout à fait. Et je suis la foule, je suis le peuple, je suis le... Tout à fait. Et on va aussi y revenir. Cet auteur d'homme qui est un humanisme finalement. Être un auteur d'homme est une forme d'humanisme. Votre roman l'illustre de façon exemplaire. Alors, je reviens sur la construction tragicomique et baroque de votre roman. Il y a 3 temps forts. Il y en a d'autres, mais 3 temps forts. D'abord, le primo, le génie des lieux, que j'évoquais tout à l'heure. Soit le décor lui-même, puisque ça commence par le pont latin, qui est ce pont près duquel va avoir lieu l'assassinat de l'archiduc et de sa femme. Ensuite, le conseil, c'est-à-dire la mairie où va parler l'archiduc, on l'a vu dans le film. C'est le périmètre à l'intérieur duquel va se jouer le drame. Donc, deuxièmement, secondo, le complot lui-même. Je suis là à votre plan, c'est-à-dire les manipulateurs et les manipulés, les coulisses et l'avant-scène, et tertio, l'acte proprement parlé avec les premiers rôles et les comparses qui ont autant d'importance que les premiers rôles. C'est ça qui est intéressant, vous basculez, vous permettez effectivement l'ordre de classique, entre guillemets. Et dans ce théâtre d'anges et de démons, on y croise une faranda de personnages tout plus excentriques et bizarres les uns que les autres. Alors, parmi les comploteurs, le chef du service des renseignements serbes, Draguntic Dimitrievich, qui se fait appeler, qui est le colonel Apis, ou l'abeille, ou le numéro 6, c'est tout un personnage. Comment vous l'avez... Personnage historique, donc Dragutin Dimitrievich Apis, ça veut dire l'abeille en latin, comme tout le monde sait, ou numéro 6. Un champion du monde d'une sorte de politique obscure, comme ça. C'est lui qui a créé la main nègre, la main noire, comme ça. Donc il y a une sorte de complot, il y a tout, quoi. Je veux dire, dans cette histoire, moi j'étais étonné que je voulais écrire ce livre, et je dis, regarde un petit peu. Il va y avoir une flopée de romans, parce que c'est tellement romanesque. Oui. Je regarde en français dans la littérature contemporaine, en français, rien. Bingo, voyons là-bas, chez nous, Serbe, croate, comme ça. Rien. Pas grand-chose. En allemand peut-être, mais je ne comprends pas allemand comme ça. Je dis, c'est tellement littéraire, c'est tellement romanesque. C'est incroyable. C'est mieux qu'Agatha Christie. Pour une fois, l'assassin, ce n'est pas le chauffeur ou jardinier, c'est un Serbe. Mais bon, sinon ça dépend. Donc ce complot-là, je le décortique. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs dans votre roman. Jamais donné cette proximité de romanesque et de politique là-bas, et de la littérature, la politique, elle est très sérieuse, serrée comme l'heure de Paul, Port de Châtelet, ou je ne sais pas quoi. On est un contre l'autre. Donc moi j'évite ça, c'est pas intéressant. Il faut voir l'homme qui est méchant, qui est gentil, qui est parfois méchant, gentil comme ça. C'est pas du tout pour un romancier. Tout le monde sait. Mon livre, c'est un peu comme le film Titanic. On sait qu'est-ce qui arrive à la fin, quoi. Il n'y a pas de suspense. Et voilà. Donc, voilà, je parle de ce personnage-là. Il y a un russe, il y a le... Oui, alors le russe, parlons-en, et le colonel Artamanov, qui est attaché militaire russe à Belgrade et qui manipule, d'une certaine façon, le colonel Apis, puisqu'il finance la propagande, et notamment un groupe de jeunes serbes, d'étudiants, une trentaine qui se sont regroupés dans un mouvement qui s'appelle Jeunes Bosnie. Et alors là, il y a le futur assassin, enfin, de l'archiduc, qui est Princip, et il y a, aux surprises, un futur prix Nobel de littérature, Ivo Andrić. Alors, vous écrivez un chapitre autour de lui, il est mystérieux, il est particulier, vous le décrivez comme un ascète qui avance masqué. Ivo Andrić. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ivo Andrić, notre grand écrivain,
bricolés, je ne sais pas quoi dire, ils vont dire, personne n'a rien compris. Alors, Rien il passe comme une lettre à la poste parce que finalement il n'est pas inquiété. Jamais inquiété par Jamais inquiété. Il fait sa carrière, bon, là, il est de grand écrivain, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, il lui arrive presque rien, en fait. C'est ce que j'ai bien lu dans votre livre. Problème là-bas, l'occupation donc de 41 à 45, très dur. On ne tournait pas les films, par exemple. Si vous me permettez de comparer, il y a quelques chefs-d'œuvre du cinéma français tournés pendant la guerre. Les enfants de paradis ou je ne sais pas quoi, il y avait plein de choses comme ça. Coco Chanel, c'est comme ça. Là-bas, l'occupation, c'est un peu plus, si vous me permettez, rock'n'roll comme ça. Il y a donc déjà un grand écrivain, ancien diplomate, avant la guerre, qui n'était jamais, si vous me permettez, qui n'était jamais emmerdé par la Gestapo. On ne sait pas. En 45, 46 arrive, les communistes de Maréchal Tito qui arrivent. Pas emmerdé non plus. Pas emmerdé, champion du monde. C'est pour ça qu'il avance masqué. Donc voilà, je dresse un petit portrait de lui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On ne peut pas trancher sur ce bonhomme. Moi j'aime beaucoup certains livres moi, livres qui sont tous traduits en français, on peut le trouver au même. Donc le célèbre Le Pont Sodrina, qui raconte l'histoire d'un pont, c'est très important dans la littérature orientale comme ça. Voilà, jusqu'à fin de ses jours, tout le régime passe. Il faut dire que là-bas, on est passionné. C'est terrible. Vite fait, ça monte comme ça. Et on ne peut jamais trancher. Moi, personnellement, je ne sais pas, Céline, on sait qu'est-ce qu'il a fait ici. L'autre, on sait. André Malraux, on sait, comme ça. Là-bas, on ne sait pas trop. En tout cas, là, c'est sûr, de 41 à 45, il a passé à Belgrade sous occupation allemande. Il écrit 3 chefs-d'œuvre littéraires comme ça, mais jamais inquiété par la Gestapo comme par la police politique communiste après la guerre. Encore un champion du monde. Oui, on a beaucoup de champions du monde.